Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors donc je m'appelle Camille Lefebvre, et je suis une historienne. Peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est qu'une historienne. Est-ce qu'il y en a qui savent? Levez la main si vous savez ce que c'est qu'une historienne. Ah, bon, on dirait qu'il n'y en a pas tant que ça qui savent ce que c'est. Alors peut-être, si vous êtes d'accord, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas très bien. En gros, vos leçons que vous faites avec votre maîtresse ou avec votre maître, vos leçons découvrir le monde, où votre maîtresse ou votre maître vous parle des hommes préhistoriques, ou alors elle vous parle de l'Empire romain, avant d'arriver sur les photocopies de la maîtresse, avant d'arriver dans vos cahiers, c'est des historiens ou des historiennes qui les écrivent. Ils écrivent des livres et ils essayent de retrouver qu'est-ce qu'il y avait dans le passé. Alors, moi, c'est ça que je fais, c'est ça mon travail, toute la journée. J'essaye de comprendre comment les hommes et les femmes, il y a très longtemps, y vivaient. Et pour ça, je dois trouver des documents. C'est ce que vous voyez là, sur cette photo. Notre travail, à nous, les historiens et les historiennes, pendant que vous êtes toute la journée en classe, c'est de chercher des documents qui ont été écrits par des hommes et des femmes du passé. Ça peut être du passé il y a 1000 ans, ou ça peut être du passé à l'époque de vos grands-parents. L'histoire, ça concerne une très longue période. Et donc, dans ces documents qui ont été écrits par des hommes et des femmes du passé, on trouve tout un tas de choses complètement différentes. Là, vous voyez, c'est un tas de papier, c'est ce qu'on appelle des archives. C'est par exemple ce que les administrations produisent. Quand on va demander quelque chose à la mairie, par exemple, ça fait un papier, ce papier il reste, et après il y a des historiens et des historiennes dans 100 ans qui pourront les regarder. Mais les historiens et les historiennes, comme moi, ils travaillent sur toutes sortes de documents. Donc on travaille sur des lettres, comme vous voyez, des cahiers, mais on travaille aussi sur un tas de choses, et je vais essayer de vous montrer d'autres documents qu'on utilise quand on est historien ou historienne. Alors vous voyez là, il y a des documents vraiment différents. Il y a des papiers, comme on a vu, toujours, des lettres, des documents d'archives. Il y a aussi des photographies qui ont été prises il y a très longtemps. Mais vous voyez qu'il y a des choses plus étranges, notamment, par exemple, là, vous voyez, c'est des traces qui restent d'un champ de bataille quand il y a eu une guerre. Et ça, c'est des traces qui ont été trouvées par des historiens et des historiennes qui ont ensuite essayé de comprendre. On essaye parfois de comprendre l'histoire aussi à partir de choses qui ont été gravées sur la pierre un peu partout dans le monde. Ça peut être en France, ça peut être en Chine, ça peut être au Mali, ça peut être dans toutes les parties du monde, parce que dans tous les endroits du monde, on a produit des documents qui sont parfois des papiers, qui sont parfois des pierres gravées, qui sont parfois des traces de champs de bataille comme celles que vous voyez là, mais ça peut être aussi encore autre chose. Ça peut être par exemple des sons, des enregistrements ou des vidéos qui ont été faites il y a 50 ans, même parfois il y a 100 ans. Et nous, les historiens et les historiennes, on les écoute et on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on peut savoir de comment les gens vivaient dans le passé à partir de ces documents. Donc on s'intéresse, quand on fait de l'histoire, on s'intéresse aussi bien aux rois ou aux reines qu'au président de la République, mais on essaye aussi de retrouver l'histoire des gens ordinaires, des gens comme vous et moi, qui ne sont pas rois, ni reines, ni président de la République, qui vivent une vie normale. On essaye de retrouver comment ils vivaient, mais il y a très longtemps. On s'intéresse aussi aux parents, on s'intéresse même aux enfants. Il y a plein d'historiens et d'historiennes qui travaillent sur les enfants. Comment c'était d'être un enfant à la préhistoire, par exemple. Et on se pose plein de questions, par exemple, pourquoi tel roi a voulu faire une guerre, mais aussi comment on tombait amoureux, ou comment on se mariait à l'époque des chevaliers. On essaye de comprendre ça. C'est ça, le travail d'un historien ou d'une historienne. Mais en plus, moi, je suis une historienne un peu originale. Parce que moi, je ne travaille pas sur l'histoire de France. Je ne travaille même pas sur l'histoire de l'Europe. Non, pas sur l'Italie, pas sur l'Espagne, sur l'Allemagne. Moi, je suis une historienne de l'Afrique. Je suis spécialisée sur le continent africain. Alors évidemment,
pas toute l'Afrique, hein. L'Afrique, si vous connaissez un peu votre géographie, c'est immense. C'est très, très grand. L'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est 54 pays. Vous voyez, là, en bleu, là-bas, c'est la France. La France, c'est tout petit si on regarde à l'échelle du continent africain. Il y a 54 France, 54 pays comme la France à l'intérieur du continent africain. Donc on ne peut pas être historien ou historienne de tout cet immense espace. Alors moi, je suis spécialiste d'un espace en particulier qui s'appelle le Sahara et le Sahel. Alors, avant de vous expliquer un peu et de vous emmener dans le Sahara et dans le Sahel, donc dans le centre du continent africain, là où j'ai mis la carte de la France dans ma carte, là, je voulais d'abord parler un petit peu de l'Afrique, parce que parfois, en Europe, on a plein d'idées fausses. On pense plein de choses sur l'Afrique qui, en fait, ne sont pas vraies. Il y a plein de gens, par exemple, qui s'imaginent des choses totalement fausses sur l'Afrique. Ils s'imaginent qu'en Afrique, tout le monde vit dans des cases, par exemple. Ou alors, on s'imagine qu'en Afrique, tout le monde a toujours vécu pareil, depuis des milliers d'années. Ou on s'imagine parfois que les Africains ne connaissent pas l'écriture. Évidemment, tout ça, c'est faux. Hein, vous savez que quand on pense à la France, vous savez que vous, aujourd'hui, vous ne vivez pas de la même manière que vivaient vos grands-parents ou que vivaient les grands-parents de vos grands-parents. Vous savez que les grands-parents de vos grands-parents, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils avaient une vie complètement différente. Donc on sait que les gens, ils vivaient différemment de nous en France. Eh bien, c'est pareil en Afrique. En Afrique aussi, les choses ont changé et les gens ne vivent plus du tout de la même manière qu'ils vivaient dans le passé. Donc cette idée qu'en Afrique, on aurait toujours vécu pareil, qu'il y aurait moins d'histoire en Afrique que dans les autres parties du monde, c'est une idée raciste. Pendant plusieurs siècles, il y a des gens qui ont dit que les Africains, parce qu'ils étaient noirs, ils étaient différents. Et là, c'est très important de savoir que la science a démontré que c'est complètement faux. Donc, la science a montré que c'est complètement faux. Tous les êtres humains sont pareils, au sens où ils ont la même intelligence et les mêmes capacités, et ils ont la même histoire un peu partout. Alors, des histoires différentes, mais ils vivent l'histoire de la même manière. En fait, on pourrait penser, si vous voulez, que par exemple, la couleur de la peau, c'est un peu comme la couleur des cheveux. Ça ne change pas votre intelligence. C'est une donnée, mais ça ne change pas qui on est. Donc notre travail, à nous, les historiens et les historiennes de l'Afrique, c'est de montrer que c'est aussi vrai pour l'histoire. Que les idées fausses, qui étaient des idées racistes sur les Africains, eh ben, on peut montrer que c'est pareil pour l'histoire. On a dit que les Africains n'avaient pas d'histoire et c'est totalement faux. Donc notre travail à nous, les historiens et les historiennes d'Afrique, c'est de montrer que c'est vrai pour l'histoire. Le continent africain a une histoire extrêmement riche, aussi riche, voire plus riche parfois que toutes les autres parties du monde. Et pendant longtemps, on a dit que dans le continent africain, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de royaume, il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de frontières. Et nous, les historiens et les historiennes, on va chercher. Qu'est-ce qu'il y avait comme royaume? Qu'est-ce qu'il y avait comme État en Afrique? Qu'est-ce qu'il y avait comme frontières? Est-ce qu'il y avait des gens qui écrivaient des livres? Et on essaye de retrouver cette histoire-là. Alors justement, moi, un de mes premiers travaux, ça a été d'essayer de savoir s'il y avait des États, des royaumes et des frontières en Afrique au XIXe siècle. Le XIXe siècle, en gros, c'est l'époque des grands-parents de vos grands-parents. Hein, donc vous voyez, c'est il y a très longtemps. C'est des gens que vous ne connaissez pas, puisque c'est les grands-parents de vos grands-parents, voire les grands-parents des grands-parents de vos grands-parents. C'est vraiment il y a longtemps. À cette époque-là, en France, on a construit la Tour Eiffel. Et par exemple, on pourrait se demander, est-ce qu'à l'époque, on construisait des choses comme la Tour Eiffel aussi sur le continent africain? Alors moi, je travaille sur cette région-là. Donc je travaille sur le Sahara et le Sahel central. Ça, c'est le Sahara dans le désert, au Niger, le pays sur lequel moi je travaille. Ça fait 20 ans que je travaille au Niger. J'y vais tous les ans, parfois plusieurs fois par an, pour aller travailler là-bas, travailler avec des collègues, des historiens et des historiennes du Niger, avec qui je travaille. Et donc, vous voyez, cette région-là, elle ressemble à peu près à ça. Bon, je vous rassure, il y a aussi des villes, il y a aussi des aspects qui ne ressemblent pas au désert. Mais pour vous donner une idée, hein, c'est un endroit très aride, où il y a beaucoup de sable, où il y a très peu d'eau, où c'est parfois difficile de se déplacer, parce que si on ne sait pas où est l'eau,
ben, on peut vraiment mourir de soif, donc c'est dangereux, le désert. Et donc, c'est un endroit particulier. Est-ce que vous pensez que dans cette région-là, là, du Sahara, il y avait des tours Eiffel à l'époque, des grands-parents de vos grands-parents? À votre avis? Non? Hein? Vous pensez que les hommes du Sahara et du Sahel, ils ne construisaient pas des tours Eiffel? Eh bien, regardez. À la même époque où on construisait la tour Eiffel en France, on construisait aussi des très grands bâtiments dans cette région du Sahara et du Sahel. Notamment, là, c'est la ville d'Agadez. C'est une ville très ancienne qui existe depuis le XVe siècle. Et cette mosquée que vous voyez, donc une mosquée, bon, certains d'entre vous savent, et d'autres, c'est comme une église, c'est un endroit où on prie. Hein. Cette mosquée-là, elle a été construite au XVe siècle, puis reconstruite au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, à peu près à la même époque que la tour Eiffel a été construite. Elle est aussi très grande. Bon, je vous l'accorde, elle est moins grande que la tour Eiffel, mais elle est aussi très grande. Et c'est pour vous montrer que dans cette région-là, on construisait aussi des monuments très importants. Et il y avait aussi des monuments qui étaient des monuments très anciens. On construisait donc des grands bâtiments, des monuments, qui étaient souvent des mosquées, donc des lieux où on priait Dieu. Et c'est intéressant aussi parce que dans ces grandes mosquées-là, il y avait aussi très souvent des écoles. Des écoles pour les petits comme vous, hein, où les petits allaient à l'école, les filles et les garçons, mais il y avait aussi parfois des sortes d'universités, c'est-à-dire pour les grands étudiants, où là, on n'apprenait pas simplement à lire ou à l'écrire, mais là, on apprenait à écrire des livres, à écrire de la science, à écrire des choses importantes. Et donc, il y avait aussi tout ça dans cette région. Donc, comment on fait pour faire l'histoire de ces régions? Vous vous souvenez que je vous ai dit que pour écrire l'histoire, nous, les historiens et les historiennes, on a besoin de documents. C'est bien d'avoir un monument, mais on a besoin d'autre chose. On a vu tout à l'heure, il y avait des lettres, il y avait des enregistrements, il y avait des images, il y avait plein de choses qui permettaient d'écrire de l'histoire. Et donc, pour pouvoir écrire l'histoire de cette région, il faut aussi des documents du passé écrits par les gens de ces régions-là. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des documents du passé, de l'époque des grands-parents de vos grands-parents, pour cette région-là aussi? Oui, ah, ça y est, donc vous commencez à vous rendre compte qu'en fait, on a des idées fausses. Hein. Vous avez dit non pour les monuments, et puis vous avez vu qu'on en avait. Et donc, vous allez voir qu'effectivement, il y avait bien des gens qui écrivaient des documents qu'aujourd'hui, on peut utiliser pour écrire de l'histoire. Là, vous voyez, c'est des documents. Alors, vous voyez qu'ils ne sont pas écrits en français. Hein. Peut-être que vous arrivez à voir. Effectivement, ils sont écrits en arabe. Ils sont écrits en arabe et ils sont parfois écrits en quelque chose qu'on appelle l'adjami. C'est les langues africaines écrites en caractère arabe. Parce que dans cette région-là, les gens, ils parlaient plein de langues. Et c'est encore vrai aujourd'hui si vous allez au Niger, si vous allez au Mali, si vous allez au Burkina Faso, si vous allez dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, les gens, ils parlent plusieurs langues. Ils parlent la langue de leur père, puis la langue de leur mère, et parfois ils vivent dans une ville où on parle une autre langue, et puis ils parlent aussi souvent l'arabe, parce que c'est la langue de la religion, et on écrit avec cette langue, avec l'arabe, même si dans la vie de tous les jours, on parle plein d'autres langues. Donc on dit que les gens sont plurilingues, ils parlent plusieurs langues. Et donc, dans cette région, donc dans le Niger dans lequel je travaille, les gens, ils écrivaient en arabe et en adjami l'histoire qu'ils étaient en train de vivre. Ils écrivaient l'histoire des sultans, ils écrivaient aussi des choses religieuses, mais ils écrivaient tout un tas de choses. Ils écrivaient aussi des lettres entre les rois, des lettres d'amour, plein de types de documents différents. Sur cette photo-là, vous voyez les manuscrits d'une famille de grands savants, de grands lettrés, d'une ville qui s'appelle Zinder, au Niger. Et c'est moi qui l'ai pris, cette photo, parce que j'ai travaillé avec ces savants dans cette région-là. Et donc, avec eux, j'ai essayé de voir comment on vivait dans cette région à l'époque des grands-parents de leurs grands-parents. Et donc, dans cette région, où ils ont produit ces manuscrits, Zinder, il y avait, à l'époque des grands-parents de vos grands-parents, aussi, en France, il y avait un empereur, l'empereur Napoléon III, et il y avait aussi, au Niger, en particulier à Zinder, le sultan, qui s'appelle le sultan
du Damagaram. Donc vous voyez là, il est à droite. À gauche, vous avez l'empereur. À droite, vous avez donc ce fameux sultan du Damagaram qui s'appelait Amadou Danbassa. C'était un sultan très important à cette époque-là. Il avait une grande armée, il avait une administration, il recueillait l'impôt, il avait un palais. D'ailleurs, derrière lui, vous pouvez voir une partie de son palais. D'ailleurs, si vous allez à Zinder un jour, son palais existe toujours. D'ailleurs, il y a toujours un sultan dans cette région-là. C'était aussi, donc je vous ai dit, un sultanat qui avait une armée très puissante, avec beaucoup de cavaliers. Et on a aussi des images des cavaliers de ce sultan à cette époque-là. Donc vous voyez, quand ils faisaient la guerre, ils utilisaient des chevaux, ils étaient donc des cavaliers, et ils avaient des grandes lances, comme vous voyez là. Alors je voulais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous avez vu en bas, la photo, elle est un petit peu abîmée. Vous voyez, comme si c'était un petit peu cassé en bas. Parce que c'est une photo très ancienne. Elle a été prise à l'époque où on prenait les photos, pas avec son téléphone portable, mais où on prenait des photos sur ce qu'on appelle des plaques de verre. Donc on avait une grosse chambre pour faire les photos, un gros instrument comme ça. Et puis, à la fin, la photo, elle était imprimée sur des plaques en verre. Et c'est comme ça que ces photos qui ont été prises il y a très longtemps, elles sont parvenues jusqu'à nous. Et on a retrouvé les traces des images de ce sultanat d'il y a plus de 120 ans, presque 130 ans. Donc, ce sultanat très important, pour comprendre son histoire, pour comprendre pourquoi, par exemple, le sultan décidait d'aller faire des guerres avec ses cavaliers, on peut lire des manuscrits, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, on a vu des manuscrits comme ça. Hein. Vous savez la différence entre un manuscrit et un livre? Non. Nous, les livres aujourd'hui qu'on utilise, ils sont imprimés. Hein, ils sont imprimés avec une machine. Un manuscrit, c'est un document qui est écrit à la main. Dans cette région-là, on écrivait les livres à la main. Alors, après, l'imprimerie est arrivée. Hein. Aujourd'hui, il y a de l'imprimé. Et même des fois, à la fin du 19e siècle, donc à cette époque ancienne, il y avait déjà aussi des imprimés. Mais il y avait aussi toute une pratique d'écrire à la main, parce que c'est beau, à cause de la calligraphie, mais aussi parce que c'était très important de retenir par cœur ce qu'on écrivait, parce qu'il y avait aussi toute une pratique de la mémoire. Donc, les historiens, ils utilisent des manuscrits qui ont été écrits, mais justement, en lien avec la mémoire, je voulais vous faire écouter quelque chose. Il y a une autre manière dont les historiens et les historiennes retrouvent l'histoire de cette région. C'est en allant voir les vieilles personnes. Parce que dans cette région, et dans toute l'Afrique de l'Ouest, hein, c'est vrai aussi au Mali, au Burkina Faso, c'est vrai aussi au Sénégal, il y a une habitude très ancienne. Le soir, à la veillée, on raconte des histoires, on raconte l'histoire du passé, on raconte l'histoire des différents rois, des différents sultans, et on appelle ça la tradition orale. C'est ça que les gens racontent le soir, à la veillée, et donc on se racontait ces histoires de père en fils ou de mère en fille. Hein. Parfois, c'est les femmes qui connaissent très très bien l'histoire dans cette région. Et nous, les historiennes et les historiens, on va interroger les vieux messieurs et les vieilles dames en leur demandant s'ils veulent bien nous raconter ce que leur racontaient leurs grands-parents pour savoir qu'est-ce qui se passait à une époque très lointaine. Donc ce vieux monsieur, quand je l'ai interrogé dans la région d'Agadez, au Niger, donc dans le désert que vous avez vu, il avait presque 100 ans. Et donc ses grands-parents, c'était encore 80 ans plus tôt. Donc on pouvait remonter, grâce à sa mémoire, à des histoires qu'ont vécues des gens il y a 180 ans. Vous vous rendez compte, c'est très, très long. Alors je voudrais bien qu'on les écoute un peu, si c'est possible. Vous allez voir, on va entendre sa voix au monsieur. خمتي واتشنغن يا واتشنغن دي ورتساني سني لا خول ذكركم اللي كابلي يا خمتي ils sont parentés. أنت عايزك زماني شيء وين تجي مش شكو أدم سني قديش ناسني ils sont parentés. Alors vous avez entendu, d'abord il a parlé dans une langue. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Non.
C'est pas du bambara, non. C'est du tamashek. C'est du tamashek. Ça aurait pu être du soninké, et justement, j'allais vous dire justement que ce qu'il fait là, raconter l'histoire comme ça du passé, ça existe aussi en bambara, ça existe aussi en soninké. Et donc, vous pouvez très bien, si jamais vous allez au Mali ou au Sénégal et que vous allez voir les grands-parents, vous pouvez leur demander de vous raconter l'histoire comme ce monsieur il fait là. Ils vous raconteront comme ça dans leur propre langue, parce qu'eux aussi, ils auront cette habitude. Mais lui, c'était en tamashek qu'il vous a parlé. Le tamashek, c'est la langue des Touaregs. Il y a des Touaregs au Mali, il y a des Touaregs au Niger, il y a des Touaregs au Tchad, il y a des Touaregs en Algérie, dans le sud de l'Algérie. Et donc, lui, là, vous l'avez entendu, il a raconté un peu l'histoire, justement, du père de son grand-père. Donc, et parce que le père de son grand-père était un chef très important. Et moi, j'avais lu dans un livre que son père avait été un chef très important. Donc, quand j'ai été dans la région, j'étais avec un ami à moi qui parlait, vous l'avez entendu, il parlait à la fois en français et à la fois en tamashek. Cet ami m'a accompagnée et on a cherché les descendants de ce Amaté que j'avais entendu, que j'avais lu dans les livres. Et on a retrouvé son petit-fils. Et avec mon ami, il nous a raconté l'histoire. Et mon ami, vous avez vu qu'il me traduisait. Parce que moi, j'ai appris le Hausa, qui est une autre langue de la région, mais je n'ai pas appris le tamashek. Donc le tamashek, je comprends simplement des petits mots. Bonjour, ça va, comment vous allez? Mais je n'étais pas capable de parler toute seule. Donc les historiens et les historiennes, on travaille souvent en équipe avec plusieurs personnes. Comme ça, on s'aide les uns les autres, parce qu'il y en a qui parlent mieux une langue, il y en a qui connaissent mieux une histoire, et donc on travaille beaucoup comme ça, souvent en équipe. Et donc très souvent, on fait ça, on va dans les villages, et on essaye de retrouver auprès des gens les plus vieux et les plus savants dans les villages, comment ils peuvent nous raconter l'histoire du passé. Donc, après tout ce que je vous ai dit, vous avez vu qu'il y avait même dans le désert, dans le Sahara et dans le Sahel, des gens qui écrivaient des livres. Vous avez vu aussi qu'ils construisaient des monuments. Hein. Vous avez vu qu'ils racontaient des histoires, qu'ils faisaient la guerre. On a vu tout ça. On a vu qu'il y avait des sultanats. Hein. Les sultanats, c'est comme des royaumes. On parle souvent de roi. Oh, sultan, c'est un peu un autre mot pour dire roi. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas élu par le peuple. Ça veut dire quelqu'un qui est le chef parce que son père était le chef avant lui et son grand-père avant lui. Et je voulais donc vous parler d'un dernier élément, c'est la question des frontières. Puisqu'on se demandait, puisqu'on a dit, est-ce qu'il y avait des États? Ça, on a vu qu'il y avait des États, puisqu'il y avait des sultanats. Est-ce qu'il y avait de l'écriture? Ça, on a vu qu'il y avait de l'écriture. Mais est-ce qu'il y avait des frontières dans cette région au XIXe siècle, donc il y a très longtemps? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une frontière? Ah, il y en a qui savent quand même. Moi, ce matin, j'ai demandé à ma fille, qui est en CM1, donc elle est un peu plus grande que vous, si elle savait ce que c'était qu'une frontière. Elle m'a dit, bah oui, j'ai vu ça dans Astérix. Donc j'ai pensé que j'allais vous proposer de regarder Astérix, parce que donc effectivement, dans Astérix, il y a plein de frontières. Donc une frontière, c'est un endroit où deux États sont collés, deux États se touchent. Il y a la France, et puis d'un autre côté, il y a l'Allemagne, et les deux pays se touchent, et il y a un moment précis où on passe d'un côté à l'autre. Ça, c'est la frontière. C'est l'endroit où un pays s'arrête. Et donc, là, dans Astérix, vous voyez, il montre comment c'est compliqué parfois de traverser la frontière, parce que d'un côté, il y a l'Empire romain, de l'autre, il y a les Goths, et là, vous voyez, il y a quelqu'un qui veut les empêcher de traverser la frontière. Mais bon, Astérix lui met un coup de poing et il traverse quand même. En général, c'est pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, on donne souvent un passeport quand on va traverser une frontière. En général, on ne tape pas la personne quand on passe la frontière. Mais ça vous donne une idée, c'est un endroit où l'État va chercher à surveiller qui rentre et qui sort. C'est comme la porte de la maison, mais d'un État, en gros. Et voilà, un des travaux que moi j'ai fait il y a longtemps, c'était d'essayer de savoir s'il existait des frontières dans le Sahara et dans le Sahel au XIXe siècle, donc à l'époque des grands-parents de vos grands-parents. Alors, comme je vous ai dit, comme je suis une historienne, pour le savoir, j'ai besoin de preuves. C'est-à-dire que si je n'ai pas des documents qui me prouvent les choses, qui me montrent que quelque chose est vrai, je ne peux pas l'affirmer. C'est-à-dire que pour écrire l'histoire de ce qui s'est passé il y a 100 ans ou il y a 200 ans, on n'invente pas ce qu'on écrit. On cherche des documents de l'époque, qui ont été produits par les gens à l'époque, qui nous permettent de dire, voilà, on a des preuves, on peut dire que ça existait ou pas. Et pour avoir des preuves, il ne faut pas avoir un seul document,
il faut avoir plusieurs documents. Si on n'en a qu'un seul, ça peut être un faux, ça peut être quelqu'un qui a exagéré, on n'est pas sûr. Il faut qu'on ait plusieurs documents pour pouvoir être sûr. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme document qui nous permettrait de savoir s'il y avait des frontières à l'époque, donc dans le Sahara, dans le désert qu'on a vu, il y a très longtemps, il y a presque 200 ans. Alors là, il nous faudrait quelque chose un peu comme ce qu'il y a de décrit dans Astérix et Obélix. Vous voyez, il décrit qu'est-ce qui se passe quand il passe une frontière. En fait, c'est ça qu'il nous faudrait, hein, à nous, historiennes et historiens. Il faudrait quelqu'un qui aurait traversé la frontière et qui nous raconterait ce passage, et comme ça, ou qui aurait traversé une grande région, qui aurait fait un long voyage, et comme ça, on pourrait voir si dans ce long voyage, à un moment, ils ont rencontré une frontière ou pas. Eh bien, figurez-vous que ça existe. Il y a des voyageurs européens, mais il y a aussi des voyageurs africains qui ont produit des récits de voyages dans cette région au XIXe siècle. Alors, je vais vous donner deux exemples. Un exemple de voyageurs européens et puis un exemple ensuite de voyageurs de la région, d'un Sahélien, qui ont raconté leur voyage et qui nous permettent de voir qu'effectivement, il y avait des frontières. Très souvent, quand il y avait des États, il y avait des frontières. Parce qu'un État, il a besoin de dire « jusqu'ici, c'est chez moi ». Et une fois que vous aurez passé cet endroit, vous ne serez plus chez moi. Et donc, très souvent, il y en a. Alors, la première manière de voir ça, c'est d'observer donc des voyageurs européens qui ont voyagé un peu comme Astérix là. Alors ceux-là, ils n'ont pas tapé les gens quand ils sont passés. Oh, j'ai été trop vite. Ah non, ça c'est là. Voilà. À l'époque, on traversait le désert dans ce qu'on appelle des grandes caravanes. Vous voyez, il y avait des milliers de chameaux qui traversaient le désert pour apporter des marchandises dans un sens et puis dans l'autre. Parce que voilà, il n'y avait pas de train encore à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion non plus, on ne pouvait pas envoyer les choses par la poste, ou alors il y avait une forme de poste un peu spéciale, c'est que vous donniez votre paquet, par exemple, à Tripoli ou à Alger, à quelqu'un qui partait dans une caravane, cette personne, elle le mettait dans une des sacoches que vous voyez là sur les chameaux, et quand elle arrivait à Tombouctou ou à Kano, eh ben, la personne à qui vous vouliez envoyer la lettre, elle allait voir les gens de la caravane et elle leur disait « Ah, je crois que vous avez un paquet pour moi », et là, on pouvait récupérer son paquet. Donc, ça existait des formes de poste à l'époque, mais dans les caravanes comme ça. Et donc, il y a des Européens qui étaient des scientifiques, un peu comme moi, et qui voulaient aller découvrir cette région du monde parce qu'on la connaissait très peu, il y a 200 ans, au XIXe siècle. Et donc, ils ont décidé de voyager à l'intérieur des caravanes. Et donc, ils ont demandé au chef de la caravane s'il pouvait partir avec lui et faire ce trajet. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ensuite, ils ont écrit des livres qu'on appelle des récits de voyage. Et dans ces récits de voyage, ils ont très souvent raconté comment on voyageait à cette époque-là. Et ils racontent comment on traversait une frontière. Alors là, c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout comme traverser une frontière dans Astérix. Ce n'est pas non plus du tout comme traverser une frontière aujourd'hui. Alors, ce qui se passait très souvent, c'est qu'on s'arrêtait bien avant la frontière. On envoyait une lettre au sultan et on lui demandait l'autorisation de pouvoir rentrer sur son territoire. On restait parfois longtemps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, toute la caravane s'arrêtait et elle attendait d'avoir l'autorisation de continuer. Et elle n'était pas juste sur la frontière, elle était souvent dans une ville qui était avant, parce que je vous ai dit, le désert c'est dangereux, hein, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est difficile de voyager, donc on s'arrêtait dans une ville où il y avait à manger, où il y avait de l'eau. Et une fois que le sultan vous avait dit que vous pouviez rentrer, là, vous pouviez rentrer et vous pouviez traverser la frontière. Mais donc on voit qu'il y avait bien des frontières à l'époque, parce qu'il y avait des États différents, des sultanats différents, un sultanat à Agadez, par exemple, un autre au Massina, par exemple, mais par contre, ce n'étaient pas les mêmes frontières que celles qu'on avait. Et alors la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un voyageur, cette fois, du Sahel et du Sahara. Ça, vous voyez, c'est une carte qui a été faite au XIXe siècle, donc il y a très longtemps, parce que cette carte, elle date de 1820, donc ça fait 200 ans qu'elle a été faite. Elle a été faite pour un explorateur, donc un de ces Européens qui voyageait et qui avait été dans ces régions-là. Il a rencontré quelqu'un qui était un très grand voyageur dans la région, qui avait voyagé énormément sur une route très connue qui allait vers le sud de ce qui est aujourd'hui le Nigeria. Et il en a beaucoup parlé avec cet explorateur. Et quand il lui parlait de cette route, ce voyageur du Sahel,
il lui dessinait dans le sable, comme la jeune femme que vous voyez là, il dessinait dans le sable la route. Alors l'explorateur, il trouvait ça fascinant, cette manière qu'il avait de dessiner son trajet dans le sable. Et donc il lui a dit, est-ce que tu peux aussi me la dessiner sur du papier? Et la personne lui a dit, bah pourquoi pas. Alors je ne sais pas en quelle langue ils se parlaient entre eux, mais c'était certainement ni en français ni en anglais, certainement soit en arabe, soit en Haoussa, qui est la langue qui est très véhiculaire dans cette région-là. Et donc il lui a composé cette carte sur du papier, où vous voyez qu'il a fait toute une route. En fait, cette route-là, ce qui a dessiné cette carte, ce long trajet, ça fait presque 500 km ce qu'il a dessiné, avec tous les endroits où vous devez aller voir le sultan, comme je vous ai dit, et lui demander l'autorisation de passer à l'endroit suivant. Et il a mis tous les endroits où vous pouvez trouver à manger, et il a mis aussi, vous voyez, à certains endroits, des lignes. Et sur ces lignes, il y a écrit « Là, c'est la frontière entre tel royaume et tel royaume. Donc avant de passer là, il faudra demander l'autorisation au sultan. » Et donc vous voyez que sur cette carte, qui a été écrite en arabe et en adjami. Donc il y a de l'arabe et il y a aussi des éléments qui sont écrits donc en Haoussa, c'est une langue africaine comme le Bambara ou le Soninké, mais qu'on écrit en arabe. D'ailleurs, on écrit aussi le Soninké et le Bambara en arabe, hein, en adjami, comme ça existe aussi. Et donc, il a écrit cette carte pour cet explorateur et on a pu avoir un récit de voyage de quelqu'un qui a voyagé sur ces routes au XIXe siècle. Et donc, voilà, je voulais vous montrer qu'il y a plein de manières, pour nous, les historiens et les historiennes, de retrouver des traces de ces passés, de cette région du Sahara et du Sahel, en travaillant sur place, avec nos collègues qui sont historiens et historiennes sur place, et puis en allant voir les gens, en cherchant des documents écrits dans la langue des gens. C'est très important de savoir parler la langue que les gens parlent et dans laquelle les gens se racontent leur propre histoire. C'est comme ça qu'on peut vraiment comprendre l'histoire d'autres parties du monde. Et je vais m'arrêter là. Et merci à vous les enfants, vous avez été très sages. Merci à vous Camille. C'est le moment des questions. Je vais passer le micro à nos passeurs de questions d'aujourd'hui. N'ayez pas peur, allez-y, toutes les questions sont bonnes. Dans la classe, on a parlé de oasis dans le Sahara. Il y a des... C'est vrai, tout à fait. Il y a des oasis dans le Sahara, vous avez raison. Et je vous disais, c'est dangereux de se déplacer. Donc les caravanes, elles vont d'une oasis à une oasis, d'un endroit où il y a de l'eau à un endroit où il y a de l'eau, parce que parfois, c'est dangereux. Mais pourquoi ils restent pas sur l'oasis? Ah, ça c'est une bonne question. Parce qu'ils veulent aller ailleurs, ils veulent aller plus loin. Il y a des villes importantes, il y a des commerces, et donc les oasis c'est bien, mais il y a plein d'autres choses à voir. Et donc surtout, vous voyez, c'est un peu la même raison que pourquoi vous habitez à Paris et vous allez seulement en vacances à Marseille et vous ne vivez pas à Marseille, parce que vous vivez à Paris. Donc voilà, on se balade, on voyage, mais ça ne veut pas dire qu'on change d'endroit. Et parfois les gens aiment vivre même quand c'est des endroits qui sont un peu difficiles, où c'est un peu difficile de vivre. D'ailleurs, je ne trouve pas forcément ça difficile. Il y a des gens qui disent que Allez-y, allez-y, je vous écoute. Il y a des gens qui disent que le désert. En fait, dans les montagnes, je sais pas pourquoi il y a de l'eau en bas quand il y a des arbres. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des endroits... Alors, dans le désert, il y a une chose qui est intéressante, c'est que beaucoup de l'eau... Il y a de l'eau
souvent, mais elle est sous la terre, très profond. Et les gens de la région, ils savent très bien où trouver l'eau parce qu'ils savent où passent les rivières, mais qui sont sous la terre. Et donc c'est pour ça, par exemple, que pour nous, c'est difficile de se déplacer dans le désert, mais pour quelqu'un qui habite dans la région, lui, il va savoir où trouver de l'eau et où trouver des puits, parce qu'il va connaître même l'eau qu'on ne voit pas, même celle qui est sous la terre. Donc ça, c'est une question très importante dans le désert, savoir où trouver de l'eau. Aussi, mais ils boivent de l'eau qui s'appelle oasis. Ah, l'oasis, non, nous on appelle oasis la boisson, mais ça vient de l'image des oasis. Donc les oasis, c'est les endroits dans le désert où justement il y a de l'eau qui affleure, de l'eau quand je vous disais qu'elle était souterraine, ben, parfois elle ressort dans certains endroits et donc ça fait des endroits au milieu du désert où il y a des arbres, où il y a de l'eau et qui sont beaucoup plus faciles à vivre que d'autres endroits. Il y a des gens devant qui ont des questions aussi, hein. Alors, je ne vais pas être le responsable du micro. Je crois que les élèves de l'autre classe ont... En vrai, pourquoi les gens ils veulent pas prendre tous les trucs à boire? C'est-à-dire, ils veulent prendre les choses à boire. Mais eux, pourquoi ils prennent pas tous les trucs à boire? Ils prennent qu'une boisson. Ah non, mais... non, l'oasis, ils boivent pas d'oasis là-bas. Hein. Ils boivent de l'eau. De l'eau qui se trouve dans les oasis. L'oasis, la boisson, ça s'appelle oasis à cause des oasis de la région. Mais c'est un endroit géographique. C'est pas la boisson. Non, eux, ils boivent de l'eau, mais ils font du jus, ils font tout un tas de boissons. Hein. Et comment ils l'ont appris? C'est trop dur de faire des boissons. Bah, c'est comme faire la cuisine. Toutes les sociétés, toutes les cultures ont appris à faire la cuisine et à faire des boissons à partir de ce qu'elles ont dans leur propre environnement. Et ça, c'est un point qui est intéressant, c'est que même dans le désert, les gens connaissent des techniques que seuls eux connaissent, parce qu'ils connaissent très très bien leur région, donc ils savent quelles plantes on peut manger, même s'il y a très peu de plantes, et ils savent avec quoi on peut faire, comment on peut faire à manger, où est-ce qu'on peut trouver de l'eau. Ils ont des connaissances que les autres gens n'ont pas, parce qu'ils connaissent très très bien la géographie de leur région. Et ça, c'est très important. Vrai, pourquoi, du coup, ils veulent que de l'eau? Je crois qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question, regarde. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'eau? Eh ben, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme il y a des endroits dans le monde où il fait très froid et des endroits dans le monde où il fait très chaud. Eh ben, il y a des endroits dans le monde où il y a beaucoup d'eau et des endroits dans le monde où il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est comme ça. Les choses ne sont pas réparties partout de la même manière, et donc ça produit des manières de vivre qui sont très différentes. Quand on vit dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, c'est très différent que quand on vit dans un endroit où il n'y a pas d'eau du tout. Oui. Aussi, on a parlé du Sahel ou du Sahara? Les deux. Moi, je travaille à la fois au Sahel et au Sahara. Je travaille dans les deux parce que je travaille sur une ville, je vous ai montré des images qui venaient de Zinder, qui est une ville dans le Sahel, effectivement, donc là où on peut cultiver. Et je vous ai montré aussi la mosquée d'Agadez, par exemple, et des dunes, ça, c'est dans le Sahara. Là, c'est désertique. Donc, on a un endroit, le Sahel, où on peut cultiver, et un endroit, le Sahara, où, par contre, on ne cultive pas, ou plutôt on fait de l'élevage, on élève des animaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la région sur laquelle je travaille, le Niger, le Sahara et le Sahel fonctionnent complètement ensemble. Parce que les gens qui vivent dans le Sahel, ils mangent les animaux qui ont été élevés par les gens du Nord, tandis que les gens qui sont dans le Nord, ils mangent le mil. Je ne sais pas si vous connaissez le mil qui est produit au sud. Donc les gens du Sahel et du Sahara, ils vivent beaucoup ensemble dans ce qui est aujourd'hui le Niger. Votre voisin qui veut poser une question, je crois. En fait, s'il a des feuilles qui sont bons, en fait, elle peut mourir de soif, les feuilles qui sont bons, alors que les feuilles qui sont pas bons, ils ne peuvent pas mourir. Alors, on peut effectivement, dans cette région-là, quand on part en caravane et qu'on marche pendant très longtemps, on peut effectivement mourir de soif. C'est pour ça qu'en fait, on ne part pas pour voyager dans cette région, surtout quand c'est la saison chaude et donc il y a très peu de pluie. On ne part pas n'importe comment pour voyager. C'est pour ça que les gens ils voyagent en caravane.
Parce que dans ces grandes troupes où il y a beaucoup de voyageurs, souvent il y a un chef de caravane. Dans la région sur laquelle je travaille, ça s'appelle un madougou. Et ce chef, lui, il connaît très bien, il sait où on va trouver de l'eau, il sait où on va trouver à manger. Et c'est lui qui fait en sorte que vous ne mouriez pas de soif quand vous êtes en train de marcher pendant des centaines de kilomètres dans le désert. Donc, effectivement, s'il y a un gros danger de mourir de soif, et c'est pour ça que les gens ils se sont adaptés et ils ont trouvé des manières de vivre qui leur permettent de ne pas se mettre en danger. Tout ce qu'on a parlé, ça parlait du Sahara. Du Sahel et du Sahara, tout à fait. Toutes les images que vous avez vues, ça venait soit du Sahel, soit du Sahara. Excusez-moi, pourquoi les rivières souterraines, elles s'achèchent? J'arrive pas à dire, mais pourquoi elles s'achèchent pas à cause du sable, tout ça, là? Parce qu'elles sont souterraines, donc il fait plus froid, plus profondément en dessous de la terre, donc c'est pour ça que ça ne s'achèche pas. Mais après, il y a du réchauffement climatique dans cette région comme dans toutes les régions du monde, et il y a de moins en moins d'eau, hein, et donc ça devient de plus en plus difficile de vivre parce que c'est des régions où il pleut très peu. Hein, donc on vit avec l'eau qui est tombée, et puis on vit avec l'eau qui est sous la terre, mais plus il fait chaud, moins il pleut, plus ça devient difficile de vivre. Oui, on vous écoute, mademoiselle. En fait, j'ai une lunie. Dans la lunie, j'ai l'histoire du Sahara. Dans l'histoire, il parle des nomades. Tout à fait. Alors, les gens que je vous ai montrés, est-ce qu'on peut remettre, si je fais comme ça? Ah non. Le monsieur dont vous avez entendu parler tout à l'heure, lui, c'est un nomade, c'est un Touareg. Donc, vous voyez là, est-ce que je peux faire comme ça? Ça marche? Non. Bon, là, vous voyez, il est sous une tente Touareg qui est faite avec des branches et avec des couvertures et du cuir. Mais ces gens-là, tous les, quelques semaines, par exemple, ils décident de changer d'endroit, ils replient la tente, ils mettent la tente sur les chameaux et ils repartent à un autre endroit. Et effectivement, ces gens-là, ils sont nomades, c'est-à-dire qu'ils vivent en se déplaçant, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc, en fonction de s'il y a de l'eau dans un puits, on va rester un peu là. Et puis après, quand il n'y a plus assez d'eau ou quand il n'y a plus assez de pâturage, parce qu'ils élèvent des animaux, ils élèvent notamment des chameaux et des chèvres, quand il n'y a plus assez à manger là où ils sont, hop, ils se déplacent à un autre endroit et ils essayent de... Et donc, c'est pour ça qu'ils bougent et qu'ils sont nomades d'un endroit à un autre. Mais en fait, quand le désert du Sahara, en fait, quand il est chaud, l'eau, il n'y a pas de l'eau. Alors, il fait chaud quasiment toute l'année. La différence, c'est qu'il y a un moment dans l'année où il pleut. Il y a une saison fraîche, où il ne pleut pas et où il fait un peu moins chaud. Après, il y a une saison très chaude, et après, il se met à pleuvoir. Et après, il y a une saison qui est encore chaude. Mais globalement, il faut penser qu'il pleut une fois dans l'année pendant quelques semaines. Hein, mais tout le reste de l'année, il ne pleut pas. Donc les gens, ils vivent avec très peu d'eau. Ils ont très peu d'eau pour boire, très peu d'eau pour se laver, très peu d'eau pour manger. Donc ils sont obligés de constamment adapter leur vie à ce fait qu'il y a extrêmement peu d'eau. Donc c'est une vie très particulière, une vie qui est très tournée en accord avec la nature, parce que donc ils se déplacent pour trouver les endroits où il y a de l'eau, ils se déplacent pour trouver les bons pâturages pour leurs animaux, et donc ça fait qu'ils sont constamment en train de se déplacer. Alors quand les déserts froids, c'est la renverse. Alors quand il fait froid dans le désert, là par exemple, en décembre il fait froid dans cette région, donc maintenant, mais il fait quand même 35 degrés la journée. Hein. Il fait pas froid comme ici, il fait quand même chaud. Il fait chaud comme en été, même quand c'est la saison froide. La différence, c'est que par contre, la nuit, il fait froid. Ils ont toujours des journées chaudes parce qu'il y a toujours beaucoup de soleil, mais la nuit, parfois, l'eau qu'ils ont gardée, elle devient de la glace, parce que la nuit, parfois, il peut faire 0 degré. Par contre, la journée, il fait toujours chaud. Donc c'est très particulier, c'est pas du tout comme ici. Comment
Le sable est parti. C'est-à-dire, le sable, il n'est pas parti, il est toujours là. Il y a toujours du sable. Regardez, on a vu la photo. Regardez, on a vu que la région sur laquelle... Voilà, tu vois, c'est comme ça. Donc il y a toujours du sable. Il y a toujours des endroits dans le Sahara qui ressemblent à ça. Le sable n'est pas parti. Il y a des cailloux, oui, parce qu'il ne faut pas penser que c'est uniquement du sable. Hein. Dans le désert, il y a des montagnes, il y a des cailloux, il y a des endroits qui sont très caillouteux, il y a des endroits avec des très grands ravins, il y a des endroits où il n'y a que des dunes, c'est-à-dire que du sable, mais c'est très rare. Dans la plupart du temps, il y a plein de choses différentes dans le désert. Est-ce qu'il peut pleuvoir dans... Il peut... Oui, il peut pleuvoir. Tout à fait. Il y a un moment dans l'année où il pleut, effectivement. Et là, quand il pleut, il y a des plantes qui poussent. Tout d'un coup, il y a beaucoup plus à manger pour les animaux. Et dans certaines oasis, on peut même faire de l'agriculture dans les moments où il pleut. Mais ce n'est pas toute l'année. C'est seulement un moment de l'année où il pleut. Mais du coup, comme ils n'ont pas beaucoup d'eau, ils sont obligés d'en conserver. Alors oui, mais quand il fait très chaud, on ne peut pas vraiment conserver de l'eau. Donc c'est compliqué. Hein. Si on pouvait en conserver beaucoup, ça réglerait tous les problèmes. Mais on ne peut pas conserver parce que l'eau, elle s'évapore quand il fait très très chaud, quand il y a beaucoup de soleil. Mais s'il y a plein à manger... Il y a à manger. Les gens, là-bas, ils mangent beaucoup, notamment des choses liées aux animaux. Je vous ai dit, dans le Sahara, c'est des éleveurs. Donc, ils vivent avec des chèvres et avec des chameaux. Et ils mangent beaucoup, notamment, de choses liées aux animaux. Ils mangent peu leurs animaux parce qu'ils les aiment beaucoup. Donc, ils boivent beaucoup de lait. Beaucoup de lait. Ils font du fromage aussi avec le lait. Ils font des plats avec du lait et des céréales aussi. Et puis parfois, ils tuent un animal et donc ils le mangent. Ils font du méchoui, par exemple. Mais beaucoup de ce qu'ils mangent est lié à leurs animaux. Du beurre, du lait, des céréales avec du beurre, des choses comme ça. On va juste prendre une dernière question. Toute dernière. Pourquoi les Touaregs se couvrent leur tête? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, on a pensé qu'il y a différentes réponses à cette question-là. Donc, on va remettre, tout à l'heure, on avait un Touareg et il avait la tête couverte, je pense. Alors, vous savez que dans la région, il n'y a pas que les Touaregs qui se couvrent la tête, parce que le sultan que vous voyez là, on est dans le Sahel, et lui, il n'est pas du tout Touareg, il est Haoussa, hein, mais il se couvre quand même la tête. C'est à partir d'un certain âge, dans le Sahara et dans le Sahel, la plupart des hommes se couvrent la tête. Les Touaregs, ils se couvrent la bouche, c'est très important pour eux, mais les Kanouris, les Soninké, les Bambara, quand ils sont assez âgés, quand ils ont des cheveux blancs, ils se couvrent quand même aussi la tête. Vous voyez, là aussi, ces cavaliers-là, ils ne sont pas Touaregs, hein, ils sont Haoussa. Lui, par contre, il est Touareg. Vous voyez qu'ils ont des manières de se couvrir la tête qui sont assez proches, finalement. Ce qui est important pour les Touaregs, il y a plusieurs choses. Leur litane, donc ce qu'ils mettent sur la tête, ça leur sert à la fois à se protéger du soleil, de la chaleur, du sable. Il y a beaucoup de vent avec du sable qui rentre dans les yeux, qui rentre dans la bouche. Donc c'est une manière de se protéger quand on peut remonter les choses. Mais ce qui est très très important dans la culture touareg, c'est que c'est aussi une manière d'être très pudique. Par exemple, un touareg ne va jamais manger devant quelqu'un qu'il ne connaît pas. Parce que manger, c'est trop personnel. Même parler, qu'on voit sa bouche, c'est quelque chose de très personnel. Donc, comme ici, on va mettre des pantalons et on ne va pas se promener en culotte parce qu'on trouverait ça vraiment gênant de se promener en culotte, un Touareg à partir d'un certain âge, jamais il sortira sans avoir couvert sa bouche et le haut de sa tête, parce que sinon il aura l'impression d'être tout nu devant les gens, ça le gênera. Et donc il y a aussi une affaire de comment on est par rapport aux autres. Et on considère que voilà, quand on montre sa bouche, c'est trop personnel, et donc on peut faire ça que quand on est chez soi, seul avec sa famille, mais dès qu'on va sortir, dès qu'on va être avec d'autres gens, on va se couvrir par respect et par pudeur.
Merci beaucoup Camille pour toutes ces informations. Merci pour cette conférence et merci à vous les enfants pour votre attention et toutes vos questions. Je sais que c'est frustrant d'avoir encore plein de questions. Je crois que Camille est tout à fait OK pour recevoir vos questions par mail si les maîtresses et les maîtres veulent envoyer les questions qui restent. Et donc je vais vous souhaiter une très bonne après-midi et vous dire à la prochaine fois. Merci. Merci.